La dimension fantastique. Tome 3. Une anthologie présentée par Barbara Sadoul. Alexandre Dumas. Le bracelet de cheveux. Mon cher abbé, dit Aliette, j'ai la plus grande estime pour vous et la plus grande vénération pour Cazotte. J'admire parfaitement l'influence de votre mauvais génie. Mais il y a une chose que vous oubliez et dont je suis, moi, un exemple, c'est que la mort ne tue pas la vie. La mort n'est qu'un mode de transformation du corps humain. La mort tue la mémoire. Voilà tout. Si la mémoire ne mourait pas, chacun se souviendrait de toutes les pérégrinations de son âme, depuis le commencement du monde jusqu'à nous. La pierre philosophale n'est pas autre chose que ce secret. C'est ce secret qu'a trouvé Pythagore, et qu'ont trouvé le comte de Saint-Germain et Cagliostro. C'est ce secret que je possède à mon tour, et qui fait que mon corps mourra, comme je me rappelle positivement que cela lui est déjà arrivé 4 ou 5 fois. Et encore, quand je dis que mon corps mourra, je me trompe. Il y a certains corps qui ne meurent pas, et je suis de ceux-là. Monsieur Aliette, dit le docteur, voulez-vous d'avance me donner une permission? Laquelle? C'est de faire ouvrir votre tombeau 1 mois après votre mort. 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans, quand vous voudrez, docteur, seulement prenez vos précautions, car le mal que vous ferez à mon cadavre pourrait nuire à l'autre corps dans lequel mon âme serait entrée. Ainsi, vous croyez à cette folie? Je suis payé pour y croire. J'ai vu. Qu'avez-vous vu? Un de ces morts vivants? Oui. Voyons, monsieur Aliette, puisque chacun a raconté son histoire, racontez aussi la vôtre. Il serait curieux que ce fût la plus vraisemblable de la société. Vraisemblable ou non, docteur, la voici dans toute sa vérité. J'allais de Strasbourg aux eaux de l'Ouèche. Vous connaissez la route, docteur? Non, mais qu'importe. Allez toujours. J'allais donc de Strasbourg aux eaux de l'Ouèche, et je passais naturellement par Bâle, où je devais quitter la voiture publique pour prendre un voiturin. Arrivé à l'hôtel de la Couronne, que l'on m'avait recommandé, je m'enquis d'une voiture et d'un voiturin, priant mon hôte de s'informer si quelqu'un dans la ville n'était point en disposition de faire la même route que moi. Alors il était chargé de proposer à cette personne une association qui devait naturellement rendre à la fois la route plus agréable et moins coûteuse. Le soir, il revint, ayant trouvé ce que je demandais. La femme d'un négociant bâlois qui venait de perdre son enfant, âgé de 3 mois, qu'elle nourrissait elle-même, avait fait, à la suite de cette perte, une maladie pour laquelle on lui ordonnait les eaux de l'Ouèche. C'était le premier enfant de ce jeune ménage, marié depuis 1 an. Mon hôte me raconta qu'on avait eu grand-peine à décider la femme à quitter son mari. Elle voulait absolument ou rester à Bâle, ou qu'il vînt avec elle à l'Ouèche. Mais d'un autre côté, l'état de sa santé exigeant les eaux, tandis que l'état de leur commerce exigeait sa présence à Bâle, elle s'était décidée et partait avec moi le lendemain matin. Sa femme de chambre l'accompagnait. Un prêtre catholique, desservant l'église d'un petit village des environs, nous accompagnait et occupait la 4e place dans la voiture. Le lendemain, vers 8 heures du matin, la voiture vint nous prendre à l'hôtel. Le prêtre y était déjà. J'y montai à mon tour, et nous allâmes prendre la dame et sa femme de chambre. Nous assistâmes de l'intérieur de la voiture aux adieux des 2 époux, qui, commencés au fond de leur appartement, continuèrent dans le magasin et ne s'achevèrent que dans la rue. Sans doute, la femme avait quelques pressentiments, car elle ne pouvait se consoler. On eût dit que, au lieu de partir pour un voyage d'une 50aine de lieues, elle partait pour faire le tour du monde. Le mari paraissait plus calme qu'elle, mais néanmoins était plus ému qu'il ne convenait raisonnablement pour une pareille séparation. Nous partîmes enfin. Nous avions naturellement, le prêtre et moi, donné les 2 meilleures places à la voyageuse et à sa femme de chambre, c'est-à-dire que nous étions sur le devant et elle au fond. Nous prîmes la route de Soleure et le premier jour nous allâmes coucher à Mundischwil. Toute la journée, notre compagne avait été tourmentée, inquiète. Le soir, ayant vu passer une voiture de retour, elle voulait reprendre le chemin de Bâle. Sa femme de chambre parvint cependant à la décider à continuer sa route. Le lendemain, nous nous mîmes en route vers 9 heures du matin.
La journée était courte, nous ne comptions pas aller plus loin que Soleure. Vers le soir, et comme nous commencions d'apercevoir la ville, notre malade tressaillit. « Ah !» dit-elle. « Arrêtez ! On court après nous !» Je me penchai hors de la portière. « Vous vous trompez, madame, répondis-je. La route est parfaitement vide. »« C'est étrange, insista-t-elle. J'entends le galop d'un cheval. » Je crus avoir mal vu. Je sortis plus avant hors de la voiture. « Personne, madame, lui dis-je. » Elle regarda elle-même et vit comme moi la route déserte. « Je m'étais trompée, dit-elle en se rejetant au fond de la voiture, et elle ferma les yeux comme une femme qui veut concentrer sa pensée en elle-même. Le lendemain, nous partîmes à 5 heures du matin. Cette fois, la journée était longue. Notre conducteur vint coucher à Berne à la même heure que la veille, c'est-à-dire vers 5 heures. Notre compagne sortit d'une espèce de sommeil où elle était plongée, et étendant le bras au cocher, « Conducteur, dit-elle, arrêtez. Cette fois, j'en suis sûre, on court après nous. » Madame se trompe, répondit le cocher. Je ne vois que les 3 paysans qui viennent de nous croiser, et qui suivent tranquillement leur chemin. Oh, mais j'entends le galop du cheval. Ces paroles étaient dites avec une telle conviction que je ne pus m'empêcher de regarder derrière nous. Comme la veille, la route était absolument déserte. C'est impossible, madame, répondis-je. Je ne vois pas de cavalier. Comment se fait-il que vous ne voyez point de cavalier, puisque je vois, moi, l'ombre d'un homme et d'un cheval? Je regardai dans la direction de sa main, et je vis en effet l'ombre d'un cheval et d'un cavalier. Mais je cherchais inutilement les corps auxquels les ombres appartenaient. Je fis remarquer cet étrange phénomène au prêtre qui se signa. Peu à peu, cette ombre s'éclaircit, devint d'instant en instant moins visible, et enfin disparut tout à fait. Nous entrâmes à Berne. Tous ces présages paraissaient fatals à la pauvre femme. Elle disait sans cesse qu'elle voulait retourner, et cependant, elle continuait son chemin. Soit inquiétude morale, soit progrès naturel de la maladie, en arrivant à Tain, la malade se trouva si souffrante qu'il lui fallut continuer son chemin en litière. Ce fut ainsi qu'elle traversa le Kandertal et le Guémet. En arrivant à Louèche, un érysipèle se déclara, et pendant plus d'1 mois elle fut sourde et aveugle. Au reste, ses pressentiments ne l'avaient pas trompée. À peine avait-elle fait 20 lieues que son mari avait été pris d'une fièvre cérébrale. La maladie avait fait des progrès si rapides que le même jour, sentant la gravité de son état, il avait envoyé un homme à cheval pour prévenir sa femme et l'inviter à revenir. Mais entre Laufen et Breitenbach, le cheval s'était abattu, et le cavalier étant tombé, sa tête avait donné contre une pierre, et il était resté dans une auberge, ne pouvant rien pour celui qui l'avait envoyé que de le faire prévenir de l'accident qui était arrivé. Alors on avait envoyé un autre courrier, mais sans doute il y avait une fatalité sur eux. À l'extrémité du Kandertal, il avait quitté son cheval et pris un guide pour monter le plateau de Schwalbach, qui sépare l'Oberland du Valais. Quand à moitié chemin, une avalanche roulant du mont Attels l'avait entraîné avec elle dans un abîme. Le guide avait été sauvé comme par miracle. Pendant ce temps, le mal faisait des progrès terribles. On avait été obligé de raser la tête du malade, qui portait des cheveux très longs, afin de lui appliquer de la glace sur le crâne. À partir de ce moment, le moribond n'avait plus conservé aucun espoir, et dans un moment de calme, il avait écrit à sa femme. « Chère Bertha, je vais mourir, mais je ne veux pas me séparer de toi tout entier. Fais-toi faire un bracelet des cheveux qu'on vient de me couper, et que je fais mettre à part. Porte-le toujours, et il me semble qu'ainsi, nous serons encore réunis. Ton Frédéric. » Puis, il avait remis cette lettre à un 3e express, à qui il avait ordonné de partir aussitôt qu'il serait expiré. Le soir même, il était mort. 1 heure après sa mort, l'express était parti, et plus heureux que ses 2 prédécesseurs, il était vers la fin du 5e jour arrivé à Louèche. Mais il avait trouvé la femme aveugle et sourde. Au bout d'1 mois seulement, grâce à l'efficacité des eaux, cette double infirmité avait commencé à disparaître.
Ce n'était qu'un autre mois écoulé qu'on avait osé apprendre à la femme la fatale nouvelle à laquelle, du reste, les différentes visions qu'elle avait eues l'avaient préparée. Elle était restée un dernier mois pour se remettre complètement. Enfin, après 3 mois d'absence, elle était repartie pour Bâle. Comme de mon côté, j'avais achevé mon traitement, que l'infirmité pour laquelle j'avais pris les os et qui était un rhumatisme allait beaucoup mieux, je lui demandai la permission de partir avec elle, ce qu'elle accepta avec reconnaissance, ayant trouvé en moi une personne à qui parler de son mari, que je n'avais fait qu'entrevoir au moment du départ, mais enfin que j'avais vu. Nous quittâmes Louèche, et le 5e jour, au soir, nous étions de retour à Bâle. Rien ne fut plus triste et plus douloureux que la rentrée de cette pauvre veuve dans sa maison. Comme les 2 jeunes époux étaient seuls au monde, le mari mort, on avait fermé le magasin. Le commerce avait cessé, comme cesse le mouvement lorsqu'une pendule s'arrête. On envoya chercher le médecin qui avait soigné le malade, les différentes personnes qui l'avaient assisté à ces derniers moments. Et par eux, en quelque sorte, on ressuscita cette agonie, on reconstruisit cette mort déjà presque oubliée chez ces cœurs indifférents. Elle redemanda au moins les cheveux que son mari lui léguait. Le médecin se rappela bien avoir ordonné qu'on les lui coupât, le barbier se souvint bien d'avoir rasé le malade, mais voilà tout. Les cheveux avaient été jetés au vent, dispersés, perdus. La femme fut désespérée. Ce seul et unique désir du moribond, qu'elle portât un bracelet de ses cheveux, était donc impossible à réaliser. Plusieurs nuits s'écoulèrent, nuits profondément tristes, pendant lesquelles la veuve, errante dans la maison, semblait bien plutôt une ombre elle-même qu'un être vivant. À peine couchée, ou plutôt à peine endormie, elle sentait son bras droit tomber dans l'engourdissement, et elle ne se réveillait qu'au moment où cet engourdissement lui semblait gagner le cœur. Cet engourdissement commençait au poignet, c'est-à-dire à la place où aurait dû être le bracelet de cheveux, et où elle sentait une pression pareille à celle d'un bracelet de fer trop étroit. Et du poignet, comme nous l'avons dit, l'engourdissement gagnait le cœur. Il était évident que le mort manifestait son regret de ce que ses volontés avaient été mal suivies. La veuve comprit ses regrets qui venaient de l'autre côté de la tombe. Elle résolut d'ouvrir la fosse, et si la tête de son mari n'avait pas été entièrement rasée, d'y recueillir assez de cheveux pour réaliser son dernier désir. En conséquence, sans rien dire de ses projets à personne, elle envoya chercher le fossoyeur. Mais le fossoyeur qui avait enterré son mari était mort. Le nouveau fossoyeur, entré en exercice depuis 15 jours seulement, ne savait pas où était la tombe. Alors, espérant une révélation, elle qui, par la double apparition du cheval du cavalier, elle qui, par la pression du bracelet, avait droit de croire au prodige, elle se rendit au cimetière, s'assit sur un tertre couvert d'herbes vertes et vivaces comme il en pousse sur les tombes, et là, elle invoqua quelques nouveaux signes auxquels elle put se rattacher pour ses recherches. Une danse macabre était peinte sur le mur de ce cimetière. Ses yeux s'arrêtèrent sur la mort et se fixèrent longtemps sur cette figure railleuse et terrible à la fois. Mais il lui sembla que la mort levait son bras décharné, et du bout de ses doigts osseux désignait une tombe au milieu des dernières tombes. La veuve alla droit à cette tombe, et quand elle y fut, il lui sembla voir bien distinctement la mort qui laissait retomber son bras à la place primitive. Alors elle fit une marque à la tombe, alla chercher le fossoyeur, le ramena à l'endroit désigné et lui dit « Creusez, c'est ici !» J'assistais à cette opération. J'avais voulu suivre cette merveilleuse aventure jusqu'au bout. Le fossoyeur creusa. Arrivé au cercueil, il leva le couvercle. D'abord, il avait hésité, mais la veuve lui avait dit d'une voix ferme « Levez, c'est le cercueil de mon mari. » Il obéit donc. Tant cette femme savait inspirer aux autres la confiance qu'elle possédait elle-même. Alors apparut une chose miraculeuse, et que j'ai vue de mes yeux. Non seulement le cadavre était celui de son mari, non seulement ce cadavre, à la pâleur près, était tel que de son vivant, mais encore, depuis qu'ils avaient été rasés, c'est-à-dire depuis le jour de sa mort, ses cheveux avaient poussé de telle sorte qu'ils sortaient comme des racines par toutes les fissures de la bière.
Alors la pauvre femme se pencha vers ce cadavre, qui semblait seulement endormi. Elle le baisa au front, coupa une mèche de ses longs cheveux si merveilleusement poussés sur la tête d'un mort, et en fit faire un bracelet. Depuis ce jour, l'engourdissement nocturne cessa. Seulement, chaque fois qu'elle était prête à courir quelque grand danger, une douce pression, une amicale étreinte du bracelet l'avertissait de se tenir sur ses gardes. Eh bien, croyez-vous que ce mort fut réellement mort? Que ce cadavre fut bien un cadavre? Moi, je ne le crois pas. Et demanda la dame pâle, avec un timbre si singulier qu'il nous fit tressaillir tous dans cette nuit, où l'absence de lumière nous avait laissés. Vous n'avez pas entendu dire que ce cadavre fût jamais sorti du tombeau? Vous n'avez pas entendu dire que personne eût eu à souffrir de sa vue et de son contact? Non, dit Aliette, j'ai quitté le pays. Ah, dit le docteur, vous avez tort, monsieur Aliette, d'être de si facile composition. Voici madame Grégoriska, qui était toute prête à faire de votre bon marchand de Bâle en Suisse un vampire polonais, valaque ou hongrois. 1849. Note de l'éditeur. Alexandre Dumas enchaîne ensuite sur le récit de madame Grégoriska, intitulé Les Monts Carpates. La dimension fantastique. Une anthologie présentée par Barbara Sadoul. Tome 4. Lui, Guy de Maupassant. À Pierre de Courcelles. Mon cher ami, tu n'y comprends rien et je le conçois. Tu me crois devenir fou? Je le suis peut-être un peu, mais non pas pour les raisons que tu supposes. Oui, je me marie. Voilà. Et pourtant mes idées et mes convictions n'ont pas changé. Je considère l'accouplement légal comme une bêtise. Je suis certain que 8 maris sur 10 sont cocus. Et ils ne méritent pas moins, pour avoir eu l'imbécilité d'enchaîner leur vie, de renoncer à l'amour libre, la seule chose gaie et bonne au monde, de couper l'aile à la fantaisie qui nous pousse sans cesse à toutes les femmes, etc., etc. Plus que jamais, je me sens incapable d'aimer une femme parce que j'aimerais toujours trop toutes les autres. Je voudrais avoir 1000 bras, 1000 lèvres et 1000 tempéraments pour pouvoir étreindre en même temps une armée de ces êtres charmants et sans importance. Et cependant, je me marie. J'ajoute que je ne connais guère ma femme de demain. Je l'ai vue seulement 4 ou 5 fois. Je sais qu'elle ne me déplaît point. Cela me suffit pour ce que j'en veux faire. Elle est petite, blonde et grasse. Après-demain, je désirerais ardemment une femme grande, brune et mince. Elle n'est pas riche. Elle appartient à une famille moyenne. C'est une jeune fille comme on en trouve à la grosse, bonnes à marier, sans qualité et sans défauts apparents, dans la bourgeoisie ordinaire. On dit d'elle, mademoiselle la Jolle est bien gentille. On dira demain, elle est fort gentille, madame Raymond. Elle appartient enfin à la légion des jeunes filles honnêtes, dont on est heureux de faire sa femme, jusqu'au jour où on découvre qu'on préfère justement toutes les autres femmes à celles qu'on a choisies. Alors pourquoi me marier, diras-tu? J'ose à peine t'avouer l'étrange et invraisemblable raison qui me pousse à cet acte insensé. Je me marie pour n'être pas seule. Je ne sais comment dire cela, comment me faire comprendre. Tu auras pitié de moi et tu me mépriseras, tant mon état d'esprit est misérable. Je ne veux plus être seule la nuit. Je veux sentir un être près de moi, contre moi, un être qui peut parler, dire quelque chose, n'importe quoi. Je veux pouvoir briser son sommeil, lui poser une question quelconque, brusquement, une question stupide pour entendre une voix, pour sentir habiter ma demeure, pour sentir une âme en éveil, un raisonnement en travail, pour voir, allumant brusquement ma bougie, une figure humaine à mon côté. Parce que... Je n'ose pas avouer cette honte, parce que j'ai peur tout seul. Oh, tu ne me comprends pas encore. Je n'ai pas peur d'un danger. Un homme entrerait, je le tuerais sans frissonner. Je n'ai pas peur des revenants, je ne crois pas au surnaturel. Je n'ai pas peur des morts. Je crois à l'anéantissement définitif de chaque être qui disparaît. Alors, oui, alors, eh bien, j'ai peur de moi. J'ai peur de la peur.
Peur des spasmes de mon esprit qui s'affole, peur de cette horrible sensation de la terreur incompréhensible. Ris, si tu veux. Cela est affreux, inguérissable. J'ai peur des murs, des meubles, des objets familiers qui s'animent pour moi, d'une sorte de vie animale. J'ai peur surtout du trouble horrible de ma pensée, de ma raison qui m'échappe brouillée, dispersée par une mystérieuse et invisible angoisse. Je sens d'abord une vague inquiétude qui me passe dans l'âme et me fait courir un frisson sur la peau. Je regarde autour de moi. Rien. Et je voudrais quelque chose. Quoi? Quelque chose de compréhensible. Puisque j'ai peur uniquement parce que je ne comprends pas ma peur. Je parle, j'ai peur de ma voix. Je marche, j'ai peur de l'inconnu, de derrière la porte, de derrière le rideau, de dans l'armoire, de sous le lit. Et pourtant je sais qu'il n'y a rien nulle part. Je me retourne brusquement parce que j'ai peur de ce qui est derrière moi, bien qu'il n'y ait rien, et que je le sache. Je m'agite. Je sens mon effarement grandir, et je m'enferme dans ma chambre, et je m'enfonce dans mon lit, et je me cache sous mes draps. Et blotti, roulé comme une boule, je ferme les yeux désespérément, et je demeure ainsi pendant un temps infini, avec cette pensée que ma bougie demeure allumée sur ma table de nuit, et qu'il faudrait pourtant l'éteindre. Et je n'ose pas. N'est-ce pas affreux d'être ainsi? Autrefois je n'éprouvais rien de cela, je rentrais tranquillement, j'allais et je venais dans mon logis, sans que rien troublât la sérénité de mon âme. Si l'on m'avait dit quelle maladie de peur invraisemblable, stupide et terrible, devait me saisir un jour, j'aurais bien ri. J'ouvrais les portes dans l'ombre avec assurance, je me couchais lentement sans pousser les verrous, et je ne me relevais jamais au milieu des nuits pour m'assurer que toutes les issues de ma chambre étaient fortement closes. C'était en automne, par un soir humide. Quand ma bonne fut partie après mon dîner, je me demandais ce que j'allais faire. Je marchais sans raison, je marchais quelque temps à travers ma chambre, je me sentais là, accablé sans raison, incapable de travailler, sans force même pour lire. Une pluie fine mouillait les vitres, j'étais triste, tout pénétré par une de ces tristesses sans cause qui vous donnent envie de pleurer, qui vous font désirer de parler à n'importe qui pour secouer la lourdeur de notre pensée. Je me sentais seule. Mon logis me paraissait vide, comme il n'avait jamais été. Une solitude infinie et navrante m'entourait. Que faire? Je m'assis. Alors une impatience nerveuse me courut dans les jambes. Je me relevai, et je me remis à marcher. J'avais peut-être aussi un peu de fièvre, car mes mains, que je tenais rejointes derrière mon dos, comme on fait souvent quand on se promène avec lenteur, se brûlaient l'une à l'autre, et je le remarquai. Puis soudain, un frisson de froid me courut dans le dos. Je pensais que l'humidité du dehors entrait chez moi, et l'idée de faire du feu me vint. J'en allumai. C'était la première fois de l'année, et je m'assis de nouveau en regardant les flammes. Mais bientôt, l'impossibilité de rester en place me fit encore me relever, et je sentis qu'il fallait m'en aller, me secouer, trouver un ami. Je sortis. J'allai chez 3 camarades que je ne rencontrais pas. Puis, je gagnai le boulevard, décidé à découvrir une personne de connaissance. Il faisait triste partout. Les trottoirs trempés luisaient. Une tiédeur d'eau, une de ces tiédeurs qui vous glacent par frisson brusque, une tiédeur pesante de pluie impalpable, accablait la rue, semblait lasser et obscurcir la flamme du gaz. J'allais d'un pas mou, me répétant « Je ne trouverai personne avec qui causer ». J'inspectais plusieurs fois les cafés, depuis la Madeleine jusqu'au faubourg Poissonnière. Des gens tristes, assis devant des tables, semblaient n'avoir même pas la force de finir leur consommation. J'errais longtemps ainsi, et vers minuit, je me mis en route pour rentrer chez moi. J'étais fort calme, mais fort las. Mon concierge, qui se couche avant 11 heures, m'ouvrit tout de suite, contrairement à son habitude, et je pensais « Tiens, un autre locataire vient sans doute de remonter ?» Quand je sors de chez moi, je donne toujours à ma porte 2 tours de clé. Je la trouvais simplement tirée et cela me frappa. Je supposais qu'on m'avait monté des lettres dans la soirée. J'entrai. Mon feu brûlait encore et éclairait même un peu l'appartement. Je pris une bougie pour aller l'allumer au foyer, lorsque, en jetant les yeux devant moi,
j'aperçus quelqu'un assis dans mon fauteuil et qui se chauffait les pieds en me tournant le dos. Je n'eus pas peur. Oh non, pas le moins du monde. Une supposition très vraisemblable me traversa l'esprit, celle qu'un de mes amis était venu pour me voir. Le concierge, prévenu par moi à ma sortie, avait dit que j'allais rentrer, avait prêté sa clé. Et toutes les circonstances de mon retour en une seconde me revinrent à la pensée. Le cordon tiré tout de suite, ma porte seulement poussée. Mon ami, dont je ne voyais que les cheveux, s'était endormi devant mon feu en m'attendant, et je m'avançai pour le réveiller. Je le voyais parfaitement. Un de ses bras pendant à droite, ses pieds étaient croisés l'un sur l'autre. Sa tête, penchée un peu sur le côté gauche du fauteuil, indiquait bien le sommeil. Je me demandais « Qui est-ce » On y voyait peu d'ailleurs dans la pièce. J'avançai la main pour lui toucher l'épaule. Je rencontrai le bois du siège. Il n'y avait plus personne. Le fauteuil était vide. Quel sursaut, miséricorde! Je reculai d'abord comme si un danger terrible eût apparu devant moi. Puis je me retournai, sentant quelqu'un derrière mon dos. Puis aussitôt, un impérieux besoin de revoir le fauteuil me fit pivoter encore une fois. Et je demeurai debout, haletant d'épouvante, tellement éperdu que je n'avais plus une pensée, prête à tomber. Mais je suis un homme de sang-froid, et tout de suite, la raison me revint. Je songeais. Je viens d'avoir une hallucination. Voilà tout. Et je réfléchis immédiatement sur ce phénomène. La pensée va vite dans ces moments-là. J'avais eu une hallucination, c'était là un fait incontestable. Or, mon esprit était demeuré tout le temps lucide, fonctionnant régulièrement et logiquement. Il n'y avait donc aucun trouble du côté du cerveau. Les yeux seuls s'étaient trompés, avaient trompé ma pensée. Les yeux avaient eu une vision, une de ces visions qui font croire au miracle les gens naïfs. C'était là un accident nerveux de l'appareil optique, rien de plus. Un peu de congestion peut-être. Et j'allumai ma bougie. Je m'aperçus, en me baissant vers le feu, que je tremblais, et je me relevai d'une secousse comme si on m'eût touché par derrière. Je n'étais point tranquille, assurément. Je fis quelques pas, je parlais haut, je chantais à mi-voix quelques refrains, puis je fermai la porte de ma chambre à double tour, et je me sentis un peu rassuré. Personne ne pouvait entrer, au moins. Je m'assis encore, et je réfléchis longtemps à mon aventure. Puis je me couchai et je soufflai ma lumière. Pendant quelques minutes, tout alla bien. Je restai sur le dos, assez paisiblement. Puis le besoin me vint de regarder dans ma chambre et je me mis sur le côté. Mon feu n'avait plus que 2 ou 3 tisons rouges qui éclairaient juste les pieds du fauteuil, et je crus revoir l'homme assis dessus. J'enflammai une allumette d'un mouvement rapide. Je m'étais trompé, je ne voyais plus rien. Je me levai cependant, et j'allai cacher le fauteuil derrière mon lit. Puis je refis l'obscurité, et je tâchai de m'endormir. Je n'avais pas perdu connaissance depuis plus de 5 minutes, quand j'aperçus en songe, et nettement comme dans la réalité, toute la scène de la soirée. Je me réveillai éperdument, et ayant éclairé mon logis, je demeurai assis dans mon lit, sans oser même essayer de redormir. 2 fois cependant, le sommeil m'envahit, malgré moi, pendant quelques secondes. 2 fois je revis la chose. Je me croyais devenu fou. Quand le jour parut, je me sentis guéri, et je sommeillai paisiblement jusqu'à midi. C'était fini, bien fini. J'avais eu la fièvre, le cauchemar, que sais-je. J'avais été malade, enfin. Je me trouvais néanmoins fort bête. Je fus très gai ce jour-là. Je dînai au cabaret, j'allai voir le spectacle, puis je me mis en chemin pour rentrer. Mais voilà qu'en approchant de ma maison, une inquiétude étrange me saisit. J'avais peur de le revoir. Lui. Non pas peur de lui, non pas peur de sa présence à laquelle je ne croyais point, mais j'avais peur d'un trouble nouveau de mes yeux, peur de l'hallucination, peur de l'épouvante qui me saisirait. Pendant plus d'1 heure, j'errais de long en large sur le trottoir, puis je me trouvais trop imbécile à la fin, et j'entrai. Je haletais tellement que je ne pouvais plus monter mon escalier. Je restai encore plus de 10 minutes devant mon logement sur le palier. Puis brusquement, j'eus un élan de courage, un roidissement de volonté. J'enfonçai ma clé. Je me précipitai en avant, une bougie à la main, et je poussai d'un coup de pied la porte entrebâillée de ma chambre,
et je jetai un regard effaré vers la cheminée. Je ne vis rien. Ah! Quel soulagement! Quelle joie! Quelle délivrance! J'allais et je venais d'un air gaillard, mais je ne me sentais pas rassurée. Je me retournais par sursaut. L'ombre des coins m'inquiétait. Je dormis mal, réveillée sans cesse par des bruits imaginaires, mais je ne le vis pas. Non, c'était fini. Depuis ce jour-là, j'ai peur tout seul la nuit. Je la sens là, près de moi, autour de moi. La vision. Elle ne m'est point apparue de nouveau. Oh non! Et qu'importe d'ailleurs, puisque je n'y crois pas, puisque je sais que ce n'est rien. Elle me gêne cependant parce que j'y pense sans cesse. Une main pendait du côté droit. Sa tête était penchée du côté gauche, comme celle d'un homme qui dort. Allons, assez, nom de Dieu, je n'y veux plus songer. Qu'est-ce que cette obsession pourtant? Pourquoi cette persistance? Ses pieds étaient tout près du feu. Qu'il me hante. C'est fou, mais c'est ainsi. Qui? Il. Je sais bien qu'il n'existe pas, que ce n'est rien. Il n'existe que dans mon appréhension, que dans ma crainte, que dans mon angoisse. Allons, assez. Oui, mais j'ai beau me raisonner, me roidir, je ne peux plus rester seule chez moi, parce qu'il y est. Je ne le verrai plus, je le sais, il ne se montrera plus, c'est fini cela. Mais il y est tout de même, dans ma pensée. Il demeure invisible, cela n'empêche qu'il y soit. Il est derrière les portes, dans l'armoire fermée, sous le lit, dans tous les coins obscurs, dans toutes les ombres. Si je tourne la porte, si j'ouvre l'armoire, si je baisse ma lumière sous le lit, si j'éclaire les coins, les ombres, il n'y est plus. Mais alors, je le sens, derrière moi. Je me retourne, certain cependant que je ne le verrai pas, que je ne le verrai plus. Il n'en est pas moins, derrière moi. Encore. C'est stupide, mais c'est atroce. Que veux-tu? Je n'y peux rien. Mais si nous étions deux chez moi, je sens, oui, je sens assurément qu'il n'y serait plus, car il est là parce que je suis seule, uniquement parce que je suis seule. La disparition d'Honoré Subrac. Guillaume Apollinaire. En dépit des recherches les plus minutieuses, la police n'est pas arrivée à élucider le mystère de la disparition d'Honoré Subrac. Il était mon ami, et comme je connaissais la vérité sur son cas, je me fis un devoir de mettre la justice au courant de ce qui s'était passé. Le juge qui recueillit mes déclarations prit avec moi, après avoir écouté mon récit, un ton de politesse si épouvanté que je n'eus aucune peine à comprendre qu'il me prenait pour un fou. Je le lui dis. Il devint plus poli encore, puis se levant, il me poussa vers la porte, et je vis son greffier debout, les poings serrés, prêt à sauter sur moi si je faisais le forcené. Je n'insistai pas. Le cas d'Honoré Subrac est en effet si étrange que la vérité paraît incroyable. On a appris par les récits des journaux que Subrac passait pour un original. L'hiver comme l'été, il n'était vêtu que d'une houppelande et n'avait aux pieds que des pantoufles. Il était fort riche, et comme sa tenue m'étonnait, je lui en demandai un jour la raison. « C'est pour être plus vite dévêtu en cas de nécessité, » me répondit-il. « Au demeurant, on s'accoutume vite à sortir peu vêtu. On se passe fort bien de linge, de bas et du chapeau. Je vis ainsi depuis l'âge de 25 ans, et je n'ai jamais été malade. » Ces paroles, au lieu de m'éclairer, aiguisèrent ma curiosité. Pourquoi donc, pensai-je, Honoré Subrac a-t-il besoin de se dévêtir si vite? Et je faisais un grand nombre de suppositions. Une nuit que je rentrais chez moi, il pouvait être 1 heure, 1 heure 1/4, j'entendis mon nom prononcé à voix basse. Il me parut venir de la muraille que je frôlais. Je m'arrêtai, désagréablement surpris. « N'y a-t-il plus personne dans la rue ?» reprit la voix. « C'est moi, Honoré Subrac. »« Où êtes-vous donc ?» m'écriai-je, en regardant de tous côtés sans parvenir à me faire une idée de l'endroit où mon ami pouvait se cacher.
Je découvris seulement sa fameuse houppelande gisant sur le trottoir, à côté de ses non moins fameuses pantoufles. Voilà un cas, pensai-je, où la nécessité a forcé Honoré Subrac à se dévêtir en un clin d'œil. Je vais enfin connaître un beau mystère. Et je dis à voix haute: La rue est déserte. Cher ami, vous pouvez apparaître. Brusquement, Honoré Subrac se détacha en quelque sorte de la muraille contre laquelle je ne l'avais pas aperçu. Il était complètement nu. Et avant tout, il s'empara de sa houppelande qu'il endossa et boutonna le plus vite qu'il put. Il se chaussa ensuite et délibérément me parla en m'accompagnant jusqu'à ma porte. « Vous avez été étonné, dit-il, mais vous comprenez maintenant la raison pour laquelle je m'habille avec tant de bizarreries. Et cependant, vous n'avez pas compris comment j'ai pu échapper aussi complètement à vos regards. C'est bien simple. Il ne faut voir là qu'un phénomène de mimétisme. La nature est une bonne mère. Elle a départi à ceux de ses enfants que des dangers menacent et qui sont trop faibles pour se défendre le don de se confondre avec ceux qui les entourent. Mais vous connaissez tout cela. Vous savez que les papillons ressemblent aux fleurs, que certains insectes sont semblables à des feuilles, que le caméléon peut prendre la couleur qui le dissimule le mieux, que le lièvre polaire est devenu blanc comme les glaciales contrées ou couard autant que celui de nos guérets, il détale presque invisible. C'est ainsi que ces faibles animaux échappent à leurs ennemis par une ingéniosité instinctive qui modifie leur aspect. Et moi, qu'un ennemi poursuit sans cesse, moi, qui suis peureux et qui me sens incapable de me défendre dans une lutte, je suis semblable à ces bêtes. Je me confonds à volonté et par terreur avec le milieu ambiant. J'ai exercé pour la première fois cette faculté instinctive il y a un certain nombre d'années déjà. J'avais 25 ans, et généralement les femmes me trouvaient avenant et bien fait. L'une d'elles, qui était mariée, me témoigna tant d'amitié que je ne sus point résister. Fatale liaison. Une nuit, j'étais chez ma maîtresse. Son mari, soi-disant, était parti pour plusieurs jours. Nous étions nus, comme des divinités, lorsque la porte s'ouvrit soudain et le mari apparut, un revolver à la main. Ma terreur fut indicible, et je n'eus qu'une envie, lâche que j'étais et que je suis encore, celle de disparaître. M'adossant au mur, je souhaitais me confondre avec lui. Et l'événement imprévu se réalisa aussitôt. Je devins de la couleur du papier de tenture, et mes membres, s'aplatissant dans un étirement volontaire et inconcevable, il me parut que je faisais corps avec le mur, et que personne désormais ne me voyait. C'était vrai. Le mari me cherchait pour me faire mourir, il m'avait vu, et il était impossible que je me fusse enfui. Il devint comme un fou, et tournant sa rage contre sa femme, il la tua sauvagement en lui tirant 6 coups de revolver dans la tête. Il s'en alla, pleurant désespérément. Après son départ, instinctivement, mon corps reprit sa forme normale et sa couleur naturelle. Je m'habillai, et parvins à m'en aller avant que personne ne fût venu. Cette bienheureuse faculté, qui ressortit au mimétisme, je l'ai conservée depuis. Le mari, ne m'ayant pas tué, a consacré son existence à l'accomplissement de cette tâche. Il me poursuit depuis longtemps à travers le monde, et je pensais lui avoir échappé en venant habiter à Paris. Mais j'ai aperçu cet homme, quelques instants avant votre passage. La terreur me faisait claquer des dents, je n'ai eu que le temps de me dévêtir et de me confondre avec la muraille. Il a passé près de moi, regardant curieusement cette houppelande et ses pantoufles abandonnées sur le trottoir. Vous voyez combien j'ai raison de m'habiller sommairement. Ma faculté mimétique ne pourrait pas s'exercer si j'étais vêtue comme tout le monde. Je ne pourrais pas me déshabiller assez vite pour échapper à mon bourreau. Et il importe, avant tout, que je sois nue, afin que mes vêtements, aplatis contre la muraille, ne rendent pas inutile ma disparition défensive. Je félicitais Honoré Subrac d'une faculté dont j'avais les preuves et que je lui enviais. Les jours suivants, je ne pensais qu'à cela, et je me surprenais à tout propos, tendant ma volonté dans le but de modifier ma forme et ma couleur. Je tentais de me changer en autobus,
en tour Eiffel, en académicien, en gagnant du gros lot. Mes efforts furent vains. Je n'y étais pas. Ma volonté n'avait pas assez de force, et puis il me manqua cette sainte terreur, ce formidable danger qui avait réveillé les instincts d'Honoré Subrac. Je ne l'avais point vu depuis quelque temps, lorsqu'un jour il arriva affolé. « Cet homme, mon ennemi, me dit-il, me guette partout. J'ai pu lui échapper 3 fois en exerçant ma faculté. Mais j'ai peur, cher ami. » Je vis qu'il avait maigri, mais je me gardai de le lui dire. « Il ne vous reste qu'une chose à faire, déclarai-je, pour échapper à un ennemi aussi impitoyable. Partez, cachez-vous dans un village, laissez-moi le soin de vos affaires et dirigez-vous vers la gare la plus proche. » Il me serra la main en disant « Accompagnez-moi, je vous prie, j'ai peur. » Dans la rue, nous marchâmes en silence. Honoré Subrac tournait constamment la tête d'un air inquiet. Tout à coup, il poussa un cri et se mit à fuir en se débarrassant de sa houppelande et de ses pantoufles. Et je vis qu'un homme arrivait derrière nous en courant. J'essayai de l'arrêter, mais il m'échappa. Il tenait un revolver qu'il braquait dans la direction d'Honoré Subrac. Celui-ci venait d'atteindre un long mur de caserne et il disparut, comme par enchantement. L'homme au revolver s'arrêta stupéfait, poussant une exclamation de rage, et comme pour se venger du mur qui semblait lui avoir ravi sa victime, il déchargea son revolver sur le point où Honoré Subrac avait disparu. Il s'en alla ensuite, en courant. Des gens se rassemblèrent, des sergents de ville vinrent les disperser. Alors j'appelai mon ami, mais il ne me répondit pas. Je tâtai la muraille. Elle était encore tiède, et je remarquai que, des 6 balles du revolver, 3 avaient frappé, à la hauteur d'un cœur d'homme, tandis que les autres avaient éraflé le plâtre, plus haut, là où il me sembla distinguer vaguement, les contours d'un visage. L'ami des miroirs, Georges Rodenbach. La folie, parfois, n'est que le paroxysme d'une sensation qui, d'abord, avait une apparence purement artistique et subtile. J'eus un ami, interné dans une maison de santé, où il mourut d'une mort dramatique que je dirai tantôt, dont le mal commença de façon anodine et par des remarques qui ne semblaient que d'un poète. À l'origine, il eut le goût des miroirs, rien de plus. Il les aimait, il se penchait sur leurs mystères fluides, il les contemplait comme des fenêtres ouvertes sur l'infini. Mais il les craignait aussi. Un soir qu'il était rentré de voyage, après ses longues absences coutumières, je le trouvai chez lui, anxieux. « Je repars cette nuit même, me dit-il. »« Mais vous comptiez cette fois passer l'hiver ici ?»« Oui, mais je repars tout de suite. Cet appartement m'est trop hostile. Les lieux nous quittent davantage que nous les quittons. Je me sens un étranger dans ces chambres parmi mes propres meubles qui ne me reconnaissent plus. Je ne pourrais pas rester. Il y a un silence que je dérange. Tout m'est hostile. Et tout à l'heure, en passant devant la glace, j'ai pris peur. C'était comme une eau qui allait s'ouvrir, se refermer sur moi. Je ne m'étonnais pas. Sachant mon ami d'humeur sensitive, connaissant au surplus ses impressions du retour, dans des pièces closes, parmi la poussière, l'odeur du renfermé, le désarroi, la mélancolie des choses qui sont un peu mortes durant l'absence. Tristesse des soirs de fête, soirs de rentrée, après l'oubli du voyage. Il semble que tous nos vieux chagrins, restés au logis, nous accueillent. Je compris donc la sensation éprouvée au retour par mon ami, que tous subissent plus ou moins, à devoir reprendre leur vie trop quotidienne. Puisqu'il était libre et riche, il était naturel que le caprice de l'heure en décidât. Pourtant, il ne repartit pas. Quelques jours après, je le rencontrai. Il était souffrant, me dit-il. « Pourtant, vous avez excellente mine. »« Vous le dites, pour me réconforter. Mais je me vois dans les glaces, aux devantures. Tenez, vous n'imaginez pas combien j'en suis agacé, combien je souffre.
Je sors, je me crois bien portant, guéri, les miroirs me guettent, il y en a partout maintenant, chez les modistes, les coiffeurs, les épiciers même, et les marchands de vin. Ah, ces maudits miroirs, ils vivent de reflets, ils sont à l'affût des passants. On va, on ne prend pas garde, et voilà soudain qu'on s'y voit. Le teint mauvais, maigri, les lèvres et les yeux comme des fleurs malades. Ce sont eux qui nous prennent nos couleurs vives, peut-être. C'est de les avoir colorés que nous sommes pâles. La santé que nous avions se perd en eux comme un beau maquillage dans l'eau. J'avais écouté mon ami parler comme s'il se plaisait une fois de plus à ces jeux subtils de conversation où il excellait. C'était un causeur unique, abondant, quoique précieux. Il voyait des analogies mystérieuses, des corridors merveilleux entre les idées et les choses. Sa parole déroulait dans l'air des phrases ornementales qui allaient souvent finir dans l'inconnu. Mais cette fois, il ne sembla pas céder à des fantaisies, à un dilettantisme de désœuvré visionnaire. Il parut réellement inquiet, angoissé des signes de la maladie que les miroirs des devantures lui attestaient. Je lui dis « Tout le monde a mauvaise mine dans ces glaces. On s'y voit déformé, blême ou livide. Les lèvres exsangues ou violettes. On s'y aperçoit cagneux ou obèse, trop long ou trop large, comme dans les miroirs concaves et convexes des foires. On y est toujours laid. Mais elles mentent, et nous n'y sommes laids que de leur laideur, et pâles que de leur maladie. » Peut-être, répondit mon ami, devenu rêveur, l'air un peu réconforté. Ce sont des glaces de mauvaise qualité, des glaces pauvres, et c'est pour cela alors qu'elles ne peuvent nous montrer nous-mêmes qu'avec une santé appauvrie. Sans le vouloir, ma conversation eut une influence décisive sur les idées et l'existence de mon ami. Convaincu que les glaces des devantures n'étaient point véridiques, il voulut avoir chez lui des miroirs sincères, c'est-à-dire des miroirs parfaits, d'un teint irréprochable, capables de lui exprimer son visage intégral jusqu'à la plus minime nuance. Et comme le témoignage d'un seul ne suffisait pas, ne prouvait rien, il en voulut plusieurs, d'autres encore, et sans cesse il se mira, se compara, se confronta. Un goût grandissant des riches miroirs lui vint, par haine de ces miroirs pauvres des devantures, miroirs hypocrites, miroirs malades, qu'il avait fait se croire malade lui-même. Il en commença sans s'en douter une collection. Glaces dans des cadres anciens, Louis XV et Louis XVI, dont l'ovale d'or fané cerclait le miroir comme une couronne de feuilles d'octobre la margelle d'un puits. Glace dans une bordure en verre de Venise, miroir entouré d'écailles, de métaux ciselés, de guirlandes en marqueterie. Glace dans des boiseries de trumeaux, toutes sortes de glaces, rares, anciennes, originales. Quelques-unes étaient bien un peu verdies par le temps. On s'y voyait comme dans des pièces d'eau, mais mon ami n'en souffrit plus, comme des glaces des devantures. Il était averti maintenant. Il en tenait compte et s'y regardait comme un autre lui-même, projeté hors du temps, en voyage dans le passé. Il se voyait dans un recul, tel qu'il serait plus tard, tel qu'il devait apparaître déjà à ses amis, plus vague et pâli par l'absence, car il se confinait chez lui. Les glaces des devantures l'agacèrent trop décidément, lui enlevèrent tout espoir de santé. Maintenant, dans ses propres miroirs, neufs et en forme, il avait bonne mine, le teint clair, les lèvres rouges. « Je suis guéri, me dit-il un jour, que j'étais allé le visiter. Regardez comme je me porte bien dans mes miroirs. Ce sont les miroirs des rues qui me rendaient malade. Aussi, je ne sors plus. » « Plus jamais ? » ?»« Non, on s'habitue. » Mon ami parlait avec un calme, un détachement nostalgique. Je croyais encore à un de ces bavardages subtils et ironiques où son étrange humeur se plaisait parfois. Sinon, il était évident que mon ami devenait fou. Pour me rendre compte, j'essayais de le ramener à la réalité la plus prosaïque. Et les femmes ? Dans cette claustration totale, vous qui les aimiez, en suiviez parfois dans les rues. Mon ami prit un air mystérieux, regarda une à une toutes ces glaces, anciennes ou neuves. « Chacune est comme une rue, se dit-il.
Toutes ces glaces communiquent comme des rues. C'est une grande ville claire, et j'y suis encore des femmes qui s'y sont mirées, vous comprenez, et qui y demeurent à jamais. Des femmes du siècle passé, dans ces glaces anciennes, des femmes poudrées et qui ont vu Marie-Antoinette. Certes, je suis encore des femmes, mais elles vont vite, ne veulent pas se laisser aborder, me dépistent de miroir en miroir, comme de rue en rue, et je les perds, et je les accoste parfois, et j'y ai des rendez-vous. Bientôt mon ami donna les signes définitifs d'un dérangement mental. Il perdit la conscience de son identité. En passant devant les glaces, il ne se reconnaissait plus, et cérémonieusement se saluait. Il perdit aussi la conscience du fonctionnement des miroirs. Certes, il les aimait toujours, accrut même sa collection, en suspendait partout les uns vis-à-vis des autres, de façon à ce que les murs de sa demeure, reculés au-delà d'eux-mêmes, fissent des chambres indéfinies et miroitantes. Voyage sans fin de soi, au-devant de soi-même. Mais mon ami ne comprenait plus les reflets. Non seulement il considéra comme un étranger sa propre personne reflétée, mais il lui sembla qu'au lieu d'être un visage, elle offrait la réalité physique d'un être. Et à cause de tant de miroirs, juxtaposés et en face les uns des autres, il se trouva que la seule silhouette du solitaire fut multipliée à l'infini, et ricocha partout, engendra sans cesse un nouveau sosie, s'accrut aux proportions d'une foule innombrable, d'autant plus inquiétante que tous semblaient jumeaux, copiés sur le premier qui demeurait isolé et séparé d'eux par on ne sait quel vide. À ce moment, je rencontrai mon ami chez lui pour la dernière fois. Il paraissait heureux, et me dit en me montrant tous ces riches et rares miroirs, ces glaces profondes où il se répercutait comme la voix, comme une grotte, à mille échos. Voyez, je ne suis plus seul. Je vivais trop seul, mais les amis, c'est si étranger, si différent de nous. Maintenant, je vis avec une foule, où tout le monde est pareil à moi. Peu après, il fallut l'enfermer, pour quelques excentricités qui avaient causé des rassemblements et un scandale à ses fenêtres. Il se montra docile, très doux, seulement navré de n'avoir plus, au lieu de sa collection de miroirs, que la glace unique de sa chambre de malade. Mais il s'en fit une raison bientôt. Il l'aima, elle seule, autant qu'il avait aimé toutes les autres. Il la regardait, et s'y salua encore. Il prétendit y voir des choses merveilleuses, y suivre des femmes qui allaient l'aimer. Comme la maladie empirait et qu'il se trouvait fiévreux assez souvent, il disait « J'ai trop chaud ». Puis une minute après « J'ai trop froid ». Et il claquait des dents. Un jour, il ajouta « Il doit faire bon dans la glace. Il faudra que j'y entre un jour ». Ceux qui le veillaient n'avaient point entendu. Ils étaient habitués à ces mystérieux soliloques. Et puis on ne se méfiait guère de ce malade, si doux, si docile, et qui ne semblait fou que d'avoir de trop beaux rêves. Un matin on le trouva, ensanglanté, le crâne ouvert, râlant, devant la cheminée de sa chambre. La nuit, il s'était élancé contre le miroir pour vraiment y entrer, y aborder les femmes qui l'y suivaient depuis longtemps, se mêler à une foule où chacun lui ressemble. Enfin. Bonjour et bienvenue dans ce dernier vlog lecture sur la dimension fantastique. Donc on a lu 4 nouvelles qui étaient éparpillées entre la dimension fantastique tome 3. Donc là c'était le bracelet de cheveux de Alexandre Dumas et 3 nouvelles dans le tome 4 qui étaient Lui de Guy de Maupassant, La disparition d'Honoré Subrec de Guillaume Apollinaire et L'ami des miroirs de Georges Rodenbach. On va commencer du coup par le bracelet de cheveux de Alexandre Dumas. Alors, il me semble que j'avais jamais... donc ça, c'est la dimension fantastique, tome 3. Donc, cette nouvelle-là n'était pas dans l'anthologie dans l'anthologie des anthologies, à savoir les dimensions fantastiques. Et donc,
qu'est-ce qu'on a ici? J'ai trouvé ça assez intéressant et je vais vous dire à quoi ça me faisait penser. Je vais faire un petit pont entre ce qui s'est joué là, entre cette femme qui a été envoyée pour aller faire une cure thermale pour soigner son mal-être en fait après un deuil, et le fait que elle sentait pas du tout d'y aller et que parce que son mari était tombé malade, il me semble, ou enfin était en train de mourir, ce qu'elle ne savait pas en partant, ce qu'elle n'aurait pas dû deviner, et qui pourtant s'est produit et qui l'a aussi rendu malade. En fait, les petites choses qu'elle a perçues, donc il y a un cavalier qui court après notre diligence, je sais pas si on appelle ça une diligence, je me souviens plus. Je vois l'ombre d'un cavalier et de son cheval. Euh, Ces choses comme ça, en fait, ça pourrait être des intersignes qui sont présents dans la... Alors, je sais pas si c'est exactement dans la mythologie celtique, mais au moins dans quelque chose qui s'en rapproche. Si, il me semble bien. Parce que moi, j'en avais entendu parler dans les contes bretons. Les intersignes, c'était par exemple des visions, des hallucinations visuelles ou auditives en général, qui faisaient penser en fait à, par exemple, un marin, un proche parti en mer, et où ça pouvait être des visions qui étaient affreuses, du genre une tête qui roule au sol ou quelque chose comme ça, quoi, qui annonçait la mort de cette personne éloignée. Ça pouvait être aussi le fait de croiser. Il y avait un truc que j'avais trouvé intéressant, un conte d'Anatole Lebras, il me semble, où je crois que c'est un gars qui revient de la guerre, qui veut retrouver peut-être une femme à qui il s'était promis en fait avant la guerre. Sauf que cette femme-là, en fait, je crois qu'elle épousait un autre, un truc comme ça. Donc lui, il allait à la noce quelque part, genre bon bah je l'ai loupé. Et il croise quelqu'un qui lui annonce une mort. Parce que, bah, à l'époque, 19e siècle, quand machin était mort dans le patelin d'à côté, ben, les gens, ils allaient à pattes annoncer un peu autour d'eux que machin était mort dans tel patelin et que du coup, bah, fallait venir le veiller ou que l'enterrement, tout ça, ça serait tel jour. Et bah, ça se faisait à pied ou éventuellement à cheval si les gens avaient possédaient des chevaux. Et je vais appeler ça un intersigne parce que pour moi ça peut leur correspondre, même si on est là, je crois qu'on est vraiment plus en Allemagne ou moins en Alsace. Il y avait pas mal de noms allemands ou qui ressemblaient à de l'allemand et que j'ai dû joyeusement massacrer, genre l'Ouesh. je le fais un. Je le fais à la version française, en sabot, béret, baguette et compagnie. Euh, mais bon, ça m'a fait rire. Mais je trouvais ça intéressant. Et l'espèce de projet, en gros, que le mari, il demande à ce qu'on conserve ses cheveux pour que sa femme s'en fasse un bracelet, ça fait assez victorien. C'est très 19e siècle aussi, où il y avait des gens qui pouvaient garder les cheveux des personnes décédées ou une mèche de cheveux de l'enfant mort dans un pendentif, des choses comme ça, où ça pouvait être monté sur une bague, peut-être aussi cousu dans les vêtements, si on parle de cheveux par exemple. Et c'est aussi la naissance des cabinets de curiosité, 19e siècle il me semble. Donc cabinet de curiosité, c'est les trucs, c'est les animaux naturalisés, c'est une main de momie, c'est ce genre de trucs un petit peu macabres. C'est la naissance aussi des premières photos et notamment probablement des seules photos de l'existence de ces gens-là où il y avait des photos de morts qui étaient représentées en famille, pas forcément, comment dire, pas forcément sur un lit de mort par exemple, mais vraiment assis par exemple, entourés de leur famille, à qui ils donnaient les mains, etc. Sauf que on voit que le temps d'exposition de la photo faisant, que ça bouge un petit peu pour les gens qui sont vivants et que évidemment la personne qui est morte elle bouge pas. Et bah ça fait partie de l'histoire de ce siècle-là. Parce que là, je crois qu'on était sur. On était sur Dumas. Dumas, je crois bien que c'est 19e.
Ça devait être Alexandre Dumas père, il me semble. Le fils a été moins prolifique. Et donc, je le trouvais assez intéressant parce que bien ancré dans son 19e siècle, je pense que les ponts là par rapport à la mythologie celtique et l'intersigne, on peut faire un pont, mais je pense que c'est pas du tout ce que Alexandre Dumas avait en tête. Je pense que c'est, euh, mais je la trouve vachement efficace Enfin, la nouvelle est quand même vachement efficace. Mais ouais, Alexandre Dumas, c'est peu probable qu'il avait connaissance des intersignes, mais les intersignes, c'est pas purement breton non plus. Ça peut être interprété différemment ailleurs, et je l'ai trouvé fort chouette cette nouvelle-là. Je les ai toutes trouvées sympas. Je trouve, franchement, je trouve que elles étaient vraiment cool. Ensuite, j'ai lu lui de Guy de Maupassant. Je l'ai trouvé très efficace aussi. Alors, si je me plante pas, oui, bah non, je me trompe pas. Guy de Maupassant, c'est celui qui a écrit le Horla. J'ai lu donc le recueil de nouvelles Le Horla et le recueil de nouvelles Contes du jour et de la nuit. Donc le Horla, on est vraiment sur un truc fantastique. Les Contes du jour et de la nuit, il me semble qu'on était plus sur des nouvelles sur des affaires de mœurs. Donc les petites tromperies entre mari et femme, des trucs de genre. J'avais un peu moins aimé. Il y en avait des sympas, mais j'avais un peu moins aimé. Mais le Horla, ça reste une longue nouvelle qui est très efficace, je trouve, sur un plan narratif, parce qu'on voit que le personnage y perd pied, qu'il hallucine probablement, mais en même temps, il y a des choses... Donc au lecteur de faire sa... Pour le Horla, je trouve que c'est au lecteur de faire son choix, à savoir, est-ce que le personnage devient complètement dingue, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est quand même bien flippant dans cette maison. Et donc, lui, on avait un petit peu ça. J'ai l'impression que ça pourrait presque être une prémisse, je sais plus comment on dit. Je sais plus comment on l'écrit non plus dans ce cas-là, mais je crois que c'est deux S. Euh, Ça pourrait être les prémices, vous avez vu comme je suis fine, du Horla. Parce que le Horla, on est sur presque un espèce d'autre étrange et menaçant. Et là, on est un petit peu là aussi. Et je trouvais ça vachement intéressant, la réflexion de la peur de la peur, en fait. Avoir peur de soi, avoir peur de ses réactions. Donc on est sur quelqu'un qui est ultra centré sur lui. Si vous vous souvenez, à la fin de la nouvelle, il disait, mais en gros, dès qu'il se retourne, il cherche l'autre dans le placard, il le voit pas, il le sent dans son dos, il se retourne, il le sent encore dans son dos, donc il se retourne encore, il est toujours dans son dos. C'est flippant, hein. Et il décrit bien, en fait, l'espèce de paranoïa qui s'empare du personnage dans le Horla. C'est probablement des émotions, des émotions, des impressions avec lesquelles Guy de Maupassant commençait à être familier, parce que lui, il avait chopé la syphilis, et il commençait à y avoir des problèmes neurologiques. Il y a eu plusieurs hospitalisations, et puis il en est mort. Donc c'est fort probable qu'il décrive des choses qu'il ait expérimentées, qu'il intellectualise en fait des choses de ce genre. Et je trouve que c'est encore plus percutant en fait de le savoir. Mais ouais, très efficace cette nouvelle, je trouve. Alors, on a lu le Guillaume Apollinaire, la disparition d'Honoré Subrac. Je l'ai trouvée assez intéressante. Alors, je crois qu'il y a un bouquin qui s'appelle Le Passe-Muraille, qui doit dater d'un bail. Je vais regarder qui c'est, tiens. C'est une nouvelle fantastique de Marcel Aimé, parue à l'origine dans Lecture 40 en 1941. Je vous dis vite fait. Met en scène un excellent homme nommé Dutilleul qui possédait le don singulier de passer à travers les murs sans en être incommodé. Il portait un binocle, une petite barbiche noire et était employé de 3e classe au ministère de l'Enregistrement. Petit bonhomme, falot, gris, invisible. Donc il fait des...
il fait des forfaits, compagnie, il finit emprisonné, il s'échappe, il s'échappe très loin. Apparemment, il finit bloqué dans la rue. Et il y a une sculpture du passe-muraille qui finit coincée dans un mur, et c'était sculpture due à Jean Marais. Donc sans doute une sculpture de Jean Marais parce qu'il y a eu une adaptation, peut-être. Ça m'a fait penser au passe-muraille, sauf que là, on n'était pas sur quelqu'un qui passait les murailles, mais plus sur quelqu'un qui se camouflait ainsi et qui s'est rendu compte de son don, qu'il a exercé, mais c'est assez souvent en fait quand quelqu'un se découvre un don, surtout un don qui sort de l'ordinaire, on va le faire, évidemment, on va essayer, c'est normal, c'est humain. Et alors, j'ai moyennement apprécié le discours sur toutes les femmes là. Euh, En gros, le gars qui voulait se taper à peu près tout ce qui avait un jupon. Et qui les. Ou c'était peut-être dans le miroir, ça? Non, c'était dans celui-là, dans le passe-mur. J'ai oublié. La disparition d'Honoré Subrac. Euh, il me semble que c'était dans cette nouvelle-là qu'il y avait le côté vraiment le mec qui courait après toutes les femmes et puis qui s'est fait poursuivre et persécuter par un mari jaloux qui avait déjà tué sa femme. Et on est du côté de la folie furieuse au niveau du mari jaloux. On est du côté de c'est pas de ma faute, du côté de l'amant de Honoré Subrac. Et après, ouais, le côté un peu histoire rapportée par l'ami qui a à peine croisé le gars, mais ça y est, c'est son pote, à qui il raconte l'histoire de la houppelande et tout ça, que oui, faut se dévêtir tout de suite et tout ça. Euh, il y a un côté un peu facile. En fait, je vois pas pourquoi on passe par quelqu'un qui raconte l'histoire. Enfin, on raconte l'histoire parce que le mec il est mort, mais je trouve que ça a pas une de raconter directement l'histoire, enfin que le personnage raconte directement son histoire comme ça, pourquoi pas, parce qu'il pourrait le faire dans un journal. Enfin, je trouve que c'est mettre une étape en fait supplémentaire entre l'histoire et le lecteur qui pas forcément nécessaire. Après, Apollinaire, c'était, je pense, surtout un grand poète qu'un grand nouvelliste, il me semble. Je dis peut-être des bêtises. Mais elle était cool, ma foi. Elle était plutôt cool. Assez attendue, je me doutais bien qu'il allait se passer un truc pas fun pour lui. L'ami des miroirs de Georges Rodenbach. Je connaissais pas du tout cet auteur. Je regardais un petit peu. Je trouve que franchement, c'est les deux dernières nouvelles là, elles étaient. Enfin, ce vlog lecture de manière générale était vraiment cool. Donc l'ami des miroirs, c'est assez intéressant aussi. Après, je pense que on est sur des thématiques qui sont assez récurrentes. Les miroirs, on a vu le tableau aussi dans un autre. Euh, Elle était assez originale, le côté un peu caméléon de la nouvelle précédente. Mais là, le miroir, je trouve que c'était intéressant dans le traitement. Ça fait un peu écho à la nouvelle de Guy de Maupassant qui a peur de lui qui est soi. Euh, Ça me fait penser à un truc que j'avais exploré aussi dans une fanfiction, que je vais peut-être reprendre aussi un de ces quatre, que je trouve intéressant. Et ça peut me faire penser au film Insidious. Insidious, je crois pas que ce soit des miroirs qui soient inclus dedans, mais on a le côté un peu multiple réalité qui est enfin le côté un peu multiple réalité qui est assez intéressant. Après évidemment ça me fait penser aussi à la place miroir, la série jeunesse fantastique fantasy de de Christelle Dabos, où on a une fille dont le pouvoir, donc il y a plusieurs personnes dans ces histoires-là qui ont des pouvoirs différents, et un des pouvoirs d'Ophélie, c'est de pouvoir traverser les miroirs dans lesquels elle s'est déjà reflétée pour par exemple gagner du temps et prendre un raccourci. Et là, je trouvais ça intéressant
mais c'était vachement centré aussi sur lui, quoi. Sur le reflet. Il se sent en sécurité avec des multiples de lui. C'est un peu triste, ma foi. Je trouve que c'est un peu triste. Mais c'est peut-être aussi des thématiques qui, comment dire, qui traversaient les auteurs de ces époques-là. Soit, etc. Il y a le développement de la psychanalyse. Non, c'est peut-être un peu plutôt début 20e. Je sais plus, je vais regarder. Parce que la psychanalyse, c'est Freud, d'abord. Donc Freud. Il y a en tout cas... Ah, bah oui, il y a moyen qu'il est... Oui, 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 fin du siècle. Freud, il est né en 1856 et il est mort en 1939. Donc il a bien eu le temps d'écrire des bouquins, je pense, à la toute fin du 19e siècle, début 20e. Donc peut-être, oui, qu'effectivement, Freud pouvait être comment dire, une source d'inspiration pour les auteurs. Il y a aussi la psychiatrie qui évolue, où là, au lieu de simplement parquer et nourrir et apporter un abri à des personnes qui sont folles, entre guillemets, terme de l'époque, on se dit que peut-être qu'on peut les soigner. Pas les guérir, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose pour améliorer leur état et pour qu'éventuellement ils retournent vivre. On a vraiment les débuts de la psychiatrie. C'est pas forcément lié à Freud, hein, ça, mais. Enfin bref, je me disais pourquoi pas. Pourquoi pas que ce sont des grandes choses qui ont traversé les siècles. Eh bien, ça fait quand même quelques semaines qu'on lit comme ça du fantastique, donc les dimensions fantastiques et la dimension fantastique. Je vais poursuivre un petit peu l'histoire, fort probablement sur Instagram, sur des nouvelles que je vais lire pour moi-même parce qu'elles ne sont pas libres de droit ou éventuellement elles sont très courtes. Donc je ferai des petits posts. Je les mettrai, je pense, de temps en temps. Je les partagerai soit, ça m'étonnerait très fort, mais que j'ai eu le temps d'en lire beaucoup. Mais soit je les partagerai dans les vidéos, donc dans cette vidéo-là. Soit je les mettrai éventuellement aussi, si ça vous dit, comment dire, en post sur la chaîne YouTube. C'est dans l'onglet communauté. Vous avez vidéo, playlist, tout ça, et vous avez post. Donc là, je pourrais éventuellement, une fois que j'ai une petite fournée, vous en présenter quelques-unes. Et ah ben là, je vais pas pouvoir forcément vous mettre de liens si elles ne sont pas libres de droit. Et je sais qu'il y a une que je peux pas choper, une Théodore Sturgeon, mais je sais plus ce que c'était, du tome 2, parce que je l'ai pas. Mais bref, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Sur Instagram, je propose tous les jeudis, parce que le 1er janvier, c'était un jeudi, le projet Bradbury, donc c'est des prompts pour qu'on écrive, pour que vous écriviez quelque chose, ce que vous souhaitez. Donc soit démarrer un nouveau texte, ou faire un court texte, ou écrire un petit bout de scène dans ce que vous êtes en train d'écrire. En début de mois, je vous propose un bingo de lecture et d'écriture qui va être lié à un sous-genre littéraire, avec des caractéristiques de ce sous-genre littéraire qui vont vous guider vers des livres ou vers, pourquoi pas, de l'écriture. Mais c'est pas forcé d'écrire sur ce sous-genre littéraire en particulier. Je commence à être fatiguée, là je vais arrêter la vidéo rapidement. Une fois que j'aurai fini Shirley de Charlotte Brontë, parce qu'il me reste 3-4 semaines encore, il me semble, je ferai une petite vidéo un week-end, je sais, probablement après avoir fini Charlotte Brontë. Et je vais vous proposer plusieurs types de nouvelles ou contes, enfin de textes courts à lire après la dimension fantastique. Je vais faire une pause, hein. Mais je vais vous proposer des choses courtes à lire le samedi après la dimension fantastique. Et je vais vous proposer aussi des romans plus courts aussi. J'ai pas envie de repartir dans un truc très long comme Shirley. Donc d'autres romans à lire le dimanche après Shirley.
Mais je ferai une petite pause, parce que c'est long. Parce que j'ai besoin de faire une petite pause, donc je ferai une petite pause, comme ça on fera une petite pause. Donc voilà, j'espère que cette grande plongée dans le genre du fantastique vous a plu. Il me semble bien, vérifiez de votre côté si vous ne savez pas, alors il me semble bien que le genre du fantastique, on est vraiment sur un sous-genre de l'imaginaire qui est reconnu et décrit ainsi en France, voire dans les pays francophones. Du côté outre-Manche ou outre-Atlantique, je pense qu'ils ne... Je suis pas sûre qu'ils aient ce terme-là. À vérifier de votre côté si ça vous intéresse. Tout bientôt, à demain pour la suite de Charlotte Brontë, à mercredi pour je ne sais pas encore quelle vidéo, parce que je commençais à un peu patouiller dans la semoule là, parce que je n'arrivais pas à faire ce que j'avais prévu. Donc si j'arrive pas à faire ce que j'ai prévu, je vais faire ce que j'ai pas prévu. Et donc voilà. Et je vous souhaite un très bon samedi, à tout bientôt, et lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut!